Écoutez, visiblement, M. Sarkozy, qui est en perte de vitesse dans les sondages, vous le savez, en perte rapide, essaye de reprendre les choses en main. Et en s'étant débarrassé de Mme Alliot-Marie, ayant nommé M. Juppé, qui est un homme compétent, qui a déjà été ministre des Affaires étrangères, qui connaît la politique arabe de la France, enfin du temps où nous en avions une, qui avait préparé, lors de la première cohabitation, avait préparé le voyage de monsieur Chirac dans sa tournée au Proche-Orient et notamment en Syrie. C'était, si je me souviens bien, ça devait être en 96, quelque chose comme ça, sauf erreur de ma part. Donc aujourd'hui, la France semble vouloir non pas s'affranchir de la tutelle, totalement de la tutelle américaine, mais jouer son propre jeu. Par exemple, alors que les alliés européens de la France, enfin les partenaires, comme l'Espagne de M. Zapatero, le Royaume-Uni de M. Cameron sont en discussion pour parler avec M. Obama pour intervenir d'abord pour créer une zone d'exclusion aérienne sur la Libye, mais avec le temps, la France s'oppose catégoriquement à tout recours à l'OTAN, se propose d'ailleurs d'intervenir seule, mais avec le soutien actif de la Ligue arabe et de l'Union africaine. Donc la France semble vouloir reprendre la main, défendre ses intérêts. Il est vrai que les Français, comme les Italiens, comme tous ceux qui sont sur la rive nord de la Méditerranée, sont aux premières loges et que les Américains sont très loin. Cela ne veut pas dire qu'il y ait des accords sur le fond entre Washington, Paris et Paris. Non, il y a peut-être des accords sur les moyens et à quelques nuances près. Maintenant, tout cela est assez complexe et je ne crois pas que l'on puisse seul. Il faudra que les événements se décantent pour que nous comprenions exactement ce qui se trame actuellement, mais ne pensons pas ni qu'avec M. Sarkozy, ni même avec M. Juppé, qu'il y ait un retour à une politique véritablement gaullienne ou gaulliste. Le général de Gaulle est mort, et bien mort et enterré. Merci infiniment, Monsieur Vernochet. Monsieur Vernochet, actuellement dans les couloirs du Conseil de sécurité dans les milieux occidentalistes, en effet, l'hypothèse d'une intervention militaire ou du moins de la création de l'établissement d'une zone d'exclusion aérienne est de plus en plus mise en avant. La France se trouve en première ligne de cette démarche des pays occidentaux. Quels sont selon vous, monsieur, bien sûr face à l'ampleur du massacre du peuple libyen par les sbires du régime Kadhafi, mais quels sont selon vous les principaux enjeux politiques mais aussi économiques d'une telle démarche de la part des pays occidentaux? Écoutez, l'enjeu est simple, il est géostratégique. Ce sont les gisements d'hydrocarbures libyens qui représentent, je crois, sauf erreur de ma part, là aussi, les troisièmes ressources mondiales. Ce sont des enjeux considérables. Les cours du pétrole ont connu des montées beaucoup plus importantes que celles que nous connaissons aujourd'hui. Le brut de la mer du Nord sur certains marchés se vend à 140 dollars le baril, mais nous sommes montés beaucoup plus haut. Ceci étant dit, je crois savoir que les États-Unis en sont déjà à piocher, à entamer leurs réserves stratégiques. Donc tout le monde a un intérêt pour réguler, d'autant que le marché pétrolier est un marché inquiet en raison de ces événements et qu'il connaît aujourd'hui de fortes tensions. Donc les Occidentaux ont tout intérêt, et pas seulement les Occidentaux, tous les tenants de l'économie
de marchés mondialisés ont intérêt aujourd'hui à calmer le jeu, à refroidir la machine le plus vite possible. Est-ce que vous partagez le point de vue de M. Remy? Est-ce que les États-Unis, bien sûr, l'enjeu pétrolier reste là, qui est un enjeu très très important. Est-ce que les États-Unis cherchent, les pays occidentaux en général, cherchent en quelque sorte à irakiser la Libye? Non, non, certainement pas. Il faut nuancer le propos de M. Ramy, qui a bien dit que la Libye est considérée comme une station d'essence. Mais l'intervention, il faut bien distinguer, quand on parle d'intervention, créer une zone d'interdiction aérienne suppose des frappes destinées à détruire les pistes d'envol des avions libyens, à détruire toutes les infrastructures, les hangars qui abritent ces avions et les avions eux-mêmes. Donc c'est une chose. Cette intervention est réclamée d'ailleurs par la rébellion libyenne. Maintenant, une intervention terrestre, il est bien clair que le président Obama n'en veut pas, que s'il devait s'y résoudre, il irait tout à fait à reculons et qu'actuellement, il cherche tous les moyens d'intervenir de façon discrète, détournée. Par exemple, le correspondant au Proche-Orient du journal britannique The Independent, M. Robert Fisk, a signalé que M. Obama aurait demandé au président Abdallah d'Arabie Saoudite de financer et de faire opérer des livraisons d'armes, de payer des livraisons d'armes aux rebelles libyens. Le roi Abdallah n'a pas bougé, n'a pas déféré à la demande de M. Obama, bien qu'apparemment il y aurait eu une tentative d'assassinat contre lui dirigé directement par M. Kadhafi il y a à peu près un an. Donc il aurait des raisons, il a des raisons de ne pas aimer personnellement M. Kadhafi, de même qu'il a toutes sortes de raisons de craindre que ne se soulèvent les 10% de chiites de son royaume. Donc les Occidentaux sont très prudents, ce pourquoi sans doute la France souhaite, pour préserver ses propres intérêts, se démarquer de la politique des autres Européens, comme je l'ai dit, et de Washington, qui verrait si il y a intervention, mais pour créer cette zone d'interdiction aérienne, verrait donc l'utilisation de cette structure opérationnelle qu'est l'OTAN et qui est essentiellement européenne, vous le savez, puisqu'elle regroupe plus de 25 pays sur les 27 pays européens, plus la Turquie qui est quasiment liée, apparentée ou membre officieux de l'Europe. Donc voilà, les Occidentaux sont réticents, ils en voient bien les enjeux et savent que la partie est une partie extrêmement délicate. Pour utiliser cette expression familière, je termine là-dessus, ils marchent sur des œufs. Monsieur Vernochet, les révolutionnaires ont rejeté une offre de dialogue. Le bombardement des populations civiles se poursuit toujours. Le bras de fer armé entre le régime Kadhafi et l'opposition, les révolutionnaires. Vous disiez tout à l'heure sur la scène internationale, au Conseil de sécurité de la part des pays occidentaux, la réticence, bien que vous avez très bien souligné, les pays occidentaux sont bien conscients des enjeux, des conséquences graves d'une intervention militaire. Alors, ceci étant dit, quelle issue prévoir à ce bras de fer, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la Libye? Alors, l'issue est tout à fait incertaine actuellement. Nous sommes sur une ligne de crête. Nous pouvons tomber d'un côté comme de l'autre. Et d'ailleurs, j'observe que certains analystes n'excluent pas que la situation pourrait se retourner en faveur de M. Kadhafi. À noter que la France, par la bouche de M. Laurent Wauquiez, ministre des Affaires européennes, se montre particulièrement intransigeante. Et l'on peut supposer d'ailleurs que cette attitude reflète celle à la fois de la communauté européenne, mais de la communauté occidentaliste de façon générale. Les Occidentaux,
les États-Unis et l'Europe, ont opté pour une opération chirurgicale de la tumeur libyenne. C'est net. Il n'y aura apparemment pas de négociation, pas de recours. Et encore une fois, nos occidentalistes, nous-mêmes, apparemment souhaitent être appliquer très strictement les principes des droits humains en matière de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité qui sont actuellement imputés à M. Kadhafi et à ses proches. Donc une intransigeance qui montre d'ailleurs que les enjeux se situent aussi au-delà de la question énergétique et aussi peut-être au-delà de l'Occident. L'enjeu, c'est peut-être de couper la tumeur pendant qu'il en est encore temps, d'arrêter le feu libyen avant qu'il ne se propage non seulement alentour, mais en dehors même du monde arabe. Je ferai observer que le Parti communiste chinois vient de prendre des mesures particulièrement sévères, draconiennes, pour assurer sa sécurité intérieure, alors que des mouvements commençaient à se manifester par Internet, appelant à des rassemblements, à des manifestations, sachant également que la Chine populaire connaît périodiquement des révoltes locales ou régionales dont la presse internationale ne se fait pas l'écho. De même que l'Europe n'est pas à l'abri aussi de fortes tensions. On parle peu ou on ne parle pas des émeutes qui actuellement se déroulent en Croatie. Vous voyez, la Croatie est un petit pays. Les feux de l'actualité ne se dirigent pas. Ne parlons pas non plus de la Grèce. Donc les révoltes populaires ne sont pas limitées. Potentiels, virtuels ou actuels, ne sont pas limités au monde arabe. Il y a ce que le philosophe espagnol José Ortega y Gasset appelait en 1929, et avait écrit un traité monumental sur la révolte des masses. Sans doute assiste-t-on aujourd'hui à des révoltes qui en fait constituent une sorte de révolution mondiale. Il est clair qu'il n'y a pas ni de révolte ni de révolution en Égypte, en Tunisie ou en Libye, ce sont des révoltes. Il y a eu par contre une révolution en Iran en 1979 parce qu'elle s'adossait sur une philosophie qui était une vision du monde qui était celle de l'islam et d'un islam politique. Mais l'ensemble de ces révoltes finissent par constituer une révolution en soi, et on se demande si cette révolution, encore une fois, non confiné au monde arabe lui-même, bien que les événements y soient plus visibles qu'ailleurs, n'est pas en train de se manifester sur l'ensemble du vieux continent.